Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale cette semaine. Cette image, l'Europe change de tête, de droite à gauche. Sur vos écrans, le président du Parlement européen, David Sassoli, aux côtés du nouveau président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, qui prend ses fonctions cette semaine, à côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui prend aussi ses fonctions cette semaine. Et enfin, la présidente de la Banque centrale européenne, la Française Christine Lagarde. L'Europe change de tête, mais les défis demeurent. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, avec un focus sur la Commission européenne. La nouvelle Commission européenne a pris ses fonctions cette semaine. Elle a 5 ans pour réformer l'Union. Les chantiers ne manquent pas, écologiques, migratoires, numériques, économiques. On en parle avec nos invités. Dragos Tudorache, bonjour. Vous êtes député européen de Roumanie, du groupe Renew Europe, Renouveler l'Europe, le groupe centriste, ici au Parlement européen. Merci d'être venu. Evelyne Gebhardt, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne allemande du groupe socialiste et démocrate. Merci d'être venue. Enfin, Gwendoline Delbos-Corfield, bonjour. Vous êtes députée européenne française du groupe Les Verts, ici au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, il était temps, la nouvelle Commission européenne a reçu le feu vert du Parlement européen. Elle a pris ses fonctions cette semaine avec un mois de retard et des députés européens qui ne signent pas de chèque en blanc. On regarde et on réagit juste après. Approvato. Adopté. 461 voix. 461 voix pour, 157 voix contre, 89 abstentions. Le sourire est franc et pour cause, c'est un joli score, meilleur que celui de la commission sortante de Jean-Claude Juncker. Une majorité tant attendue pour les 27 membres du collège qu'on appellera désormais la commission von der Leyen. Sa présidente a une priorité, le Green Deal. S'il y a un domaine où le monde a besoin de notre leadership, c'est bien celui de la protection du climat. C'est une question existentielle pour l'Europe et pour le monde, nous le savons, alors que 85% des personnes en situation d'extrême pauvreté vivent dans les 20 pays les plus vulnérables au changement climatique. C'est le moment de remercier les 3 groupes qui ont soutenu la Commission, la droite démocrate chrétienne du PPE, les socialistes, mais aussi les libéraux du groupe Renouveler l'Europe. Une belle discipline de groupe, mais pas un chèque en blanc. Notre groupe va soutenir donc votre commission, Madame la Présidente, mais je le dis, ce ne sera pas un chèque en blanc. J'espère que tous ceux qui ont fait de l'environnement, de l'égalité et de l'état de droit leur étendard feront de même et assumeront leurs responsabilités plutôt que d'exprimer simplement des souhaits. Du côté de l'abstention, il y a le groupe des Verts et ses 74 eurodéputés, pas satisfaits des engagements d'Ursula von der Leyen, jugés trop flous sur le climat. La gauche radicale a quant à elle voté contre. Comment ambitionner un Green Deal tout en poursuivant les accords de libre-échange climaticides? Comment lutter contre l'évasion fiscale en protégeant en son sein parmi les pires paradis fiscaux du monde? Comment penser une politique humaniste en refusant un accueil digne des exilés? Comment enfin redonner de l'espoir aux peuples européens en continuant à leur imposer le carcan de l'austérité? Vous ne pouvez pas être à la fois pompier et pyromane. Enfin, c'est au tour du président du Parlement de remettre symboliquement l'acte de nomination à la nouvelle présidente de la Commission, qui aura 5 ans avec son équipe pour relever plusieurs défis. L'écologie, le numérique, mais aussi la géopolitique avec le renforcement de l'Union européenne sur la scène internationale. Voilà, on a vu dans le reportage le patron du groupe centriste ici au Parlement européen qui dit « OK pour la commission von der Leyen, mais pas de chèque en blanc », c'est ça? Absolument. Nous avons tous pris des engagements très forts, très clairs, très concrets face des citoyens, face des urnes le 26 mai. Et on veut retrouver ces engagements dans les priorités politiques de la Commission et on veut aussi voir la Commission délivrer sur ces objectifs. Donc pour nous, ce n'est pas un chèque en blanc. En gros, les engagements, ce sont lesquels? sont bonnes. Sur la numérique, sur le climat, donc tout ça sont des engagements qui, pour nous, le groupe centriste, étaient très importants. Aussi le mécanisme sur l'état de droit, qui c'est une question symbolique, d'identité pour nous.
Donc tout se retrouve dans le programme de Ursula von der Leyen. Donc pour l'instant, on est satisfait, mais encore une fois, on veut voir très vite des livraisons très claires. Evelyne Gebhardt, un mot sur Ursula von der Leyen. Beaucoup la voyaient chef de l'OTAN, future présidente, voire chancelière d'Allemagne. À 61 ans, elle sera d'abord présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, un sourire, mais de la fermeté, c'est ça? Je ne suis pas si sûre que cela. Parce que justement, en Allemagne, elle avait perdu toutes ses options de chef de l'OTAN, chef de chancelière de l'Allemagne, puisqu'elle a une commission d'enquête contre elle en ce moment au Bundestag. Elle a été ministre des Armées. Elle a été ministre des Armées. Et son bilan n'était pas positif, c'est ça? Non, le bilan n'a pas été positif et c'est une des raisons pour laquelle moi-même, bien que mon groupe politique ait dit nous votons pour, je n'ai pas voté pour parce que je me suis abstenue parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne personnalité. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Je ne suis pas sûre que les engagements qu'elle a pris seront vraiment mis en œuvre, parce qu'elle sait bien parler. Elle sait bien sourire, je le sais, mais ses engagements n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'elle a dit. Donc nous devons attendre, moi aussi je dis, ce n'est pas un chèque en blanc. Nous voulons voir maintenant ce qui va se passer. Nous lui donnons une chance, je lui donne une chance, mais il faut qu'elle arrive très vite. Par exemple, elle avait dit, oui, nous aurons une commission paritaire. Elle ne l'est pas. C'est déjà le premier engagement qu'elle n'a pas respecté, donc allons voir ce qui vient. C'est à cause du retocage. Oui, mais elle avait la possibilité de dire non, proposez-moi une femme. Donc un handicap pour cette commission, à faute de majorité solide, il faudra travailler texte après texte pour avoir l'appui des députés, d'où la nomination de 3 vice-présidents exécutifs issus des 3 principaux groupes au Parlement européen, le PPE, les socialistes et les libéraux de Renew. Quid des Verts? Nous, depuis le départ, ne font pas partie de la majorité. Oui, nous, depuis le départ, on n'a pas été inclus dans la feuille de travail de départ. Vous n'avez pas de commissaire Vous n'avez pas de commissaire. Non seulement ça, mais ça, après, c'est dans les mains des gouvernements, mais surtout au niveau du Parlement. Il y a un verre, je crois, indépendant. Commissaire. En Lituanie, oui. Mais sinon, on avait, nous, voulu faire une feuille de route et après discuter des postes. C'est pas comme ça que les autres groupes ont souhaité travailler au Parlement. Du coup, depuis le départ, nous, on se sent un petit peu à côté. Parce que ce qui importait pour nous, c'était de travailler le contenu et pas tellement de savoir qui faisait quoi. Ça, c'est quelque chose qui se réfléchit une fois que le contenu est travaillé. Donc, c'est d'où notre abstention, parce qu'on n'est pas tout à fait dedans. Et puis, parce qu'on a quand même un certain nombre de difficultés avec un certain nombre de points de cette commission. Ursula von der Leyen, dès le départ, a été élue, notamment avec les voix du Fidesz, par exemple, en Hongrie, et a perdu des voix dans d'autres groupes. Dès le départ, nous, on trouvait que l'engagement était mauvais. Il y a ce commissaire hongrois à l'élargissement, mais surtout à l'accession, c'est-à-dire que le seul pays contre lequel le Parlement a déclaré l'article 7, parce qu'il n'était pas en accord avec les droits de l'homme et l'état de droit, c'est justement eux qui vont juger si les pays en annexion sont corrects sur les droits de l'homme. Donc ça, on a un vrai souci. Il y a un portefeuille qui s'appelle démocratie et démographie. Quand on est une féministe, c'est très, très inquiétant. En plus, cette dame, elle n'a pas voulu, celle qui est la commissaire à ce portefeuille-là, elle n'a pas voulu condamner la théorie du grand remplacement. Et puis, en termes de Green New Deal, mais je crois qu'on en parlera plus tard, nous, on n'est pas du tout convaincus que c'est une commission qui va faire ce qu'il faut pour nous permettre de sauver la planète. Eh bien, une présidente de la Commission, 27 commissaires européens. Eh bien, justement, à quoi ça sert un commissaire européen? C'est nos 3 minutes pédago. On regarde et on réagit juste après. Le Berlaymont, au cœur de Bruxelles. C'est là que travaille la Commission, l'exécutif de l'Union européenne. 28 commissaires européens, 27 après le Brexit, un par pays membre, avec un portefeuille attribué, l'économie, l'environnement ou encore la justice, un peu comme nos ministres nationaux, mais avec des spécificités. Ces commissaires sont nommés pour 5 ans, ils sont à l'initiative des propositions de loi, les directives. En fait, toutes les propositions de loi européennes sortent de la Commission. La Commission européenne est sans doute ce qui ressemble plus à un gouvernement au cœur d'une Europe qui n'a pas de gouvernement, parce que les choses sont partagées. Il y a d'un côté les États, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, et c'est eux qui, in fine, décident. Mais ils ne peuvent pas décider en l'air. Pour qu'ils puissent décider, il faut qu'il y ait derrière une force de proposition qui élabore la législation, qui soit capable d'exercer les contrôles, les régulations. Et ça, c'est la Commission. À la charge de la Commission ensuite d'appliquer ces lois une fois validées par le Parlement européen. Moi, j'ai été un peu, pendant 5 ans, le ministre des Finances de
la zone euro en particulier, de l'Europe en général. J'ai proposé par exemple 20 directives en matière fiscale, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui ont vraiment changé la face de ce combat à l'échelle européenne. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret bancaire, il y a l'échange d'informations sur les rescrits fiscaux, il y a la publicité sur les normes comptables et fiscales des entreprises, des multinationales, il y a également une liste noire de paradis fiscaux qui n'existait absolument pas avant. La Commission européenne a donc une fonction législative, elle propose les lois au Parlement européen. Un commissaire européen, c'est celui qui tient la plume des législations. C'est-à-dire que c'est celui qui se nourrit de ces discussions pour dire sur tel sujet, il faut réguler plus ou moins dans tel domaine. Donc c'est lui qui tient la plume. Petite note, petit codicile, nous demandons, nous, comme parlementaires, d'être aussi les auteurs de la législation. Partons du principe qu'on est plus proche des citoyens que ne l'est un commissaire européen. Je ferme la parenthèse, mais ça peut être utile pour le changement institutionnel. Une fonction législative, une fonction exécutive aussi. La Commission prépare le budget et est chargée de son exécution. C'est aussi la gardienne des traités. C'est aussi le rôle des commissaires européens, c'est qu'à partir du moment où il y a un traité et qu'on a aussi des textes législatifs qui ont été votés, il faut ensuite contrôler la mise en œuvre et puis faire en sorte que cette mise en œuvre est bien en conformité avec ce qui a été voté précédemment. Les commissaires sont indépendants, ils ne représentent pas leur état d'origine. C'est le principe de cette commission. Ils ont une nationalité, ils sont proposés par les États membres, mais une fois qu'ils deviennent commissaires, ils défendent l'intérêt général européen. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, puisque cette commission elle travaille en collège et elle prend des décisions au collège. Donc c'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord et c'est une forme de compromis aussi très européen. Le 1er décembre 2019, la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen est entrée en fonction. Elle l'a promis. Dans les 100 jours qui suivent, il va y avoir un certain nombre de textes pour marquer le tempo. On attend notamment la Commission sur la première législation verte européenne, même si certains eurodéputés veulent aller plus loin. Les mots sont jolis. Maintenant, nous attendons des actes concrets. Les actes concrets, c'est une nouvelle feuille de route qui vient réellement nous dire que d'ici 2030, nous allons arriver à réduire nos gaz à effet de serre. Enfin, c'est la première fois qu'une femme dirige le puissant exécutif européen. En entrant en fonction cette semaine, la nouvelle présidente de la Commission rentre aussi quelque part dans l'histoire. Voilà, l'Europe change de tête, mais les défis demeurent. Alors les défis, finis de polluer à tout va. Von der Leyen se donne 100 jours pour esquisser une Europe plus verte et lancer son Green Deal européen. Vous y croyez, Gwendoline Delbos? Pour l'instant, non, on n'y croit pas. On est dans une constante qui est que on sent que maintenant les autres groupes politiques ont tous compris l'urgence climatique. Mais actuellement, les actes qu'il faut poser sont trop difficiles pour un certain nombre de gens, en termes de changement d'habitude comme en termes de ce que ça peut impliquer pour le business. Et du coup, aujourd'hui, les actes ne sont pas là. Et donc, notamment, il y a déjà eu des fuites sur ce que serait le Green New Deal. Greenpeace a fait une étude très, très précise dessus, et que je vous invite à lire. Et c'est très clair que, par exemple, il n'y a pas de taxe du kérosène pour les avions. Or, aujourd'hui, l'avion est celui qui émet le plus de pollution. Tant qu'on n'osera pas attaquer l'avion, on ne pourra rien faire. Et nos pays, et ça sera toujours moins cher que le train, et c'est un scandale. Il n'y a rien en agriculture. Or, on sait aujourd'hui que c'est un gros facteur en termes climatiques, l'agriculture, et on reste sur des intrants artificiels, etc., etc. Il n'y a pas grand-chose sur les voitures. Et surtout, il y a une ambition de baisse de pollution pour les années qui viennent qui ne sont pas du tout au niveau de ce qu'était l'accord de Paris. Donc pour l'instant, on n'arrive même pas à l'accord de Paris. Dragos Tudorache, vous êtes d'accord? Des paroles, mais pas d'actes? Bon, plus ou moins. On doit voir exactement ce que le Green Deal va avoir comme proposition concrète. Je pense que la semaine passée à Strasbourg, nous avons vu expérimenter un peu la difficulté de trouver, à travers la résolution que nous avons adoptée, un consensus. Donc l'équilibre sera très délicat et Ursula von der Leyen devra trouver cet équilibre entre les objectifs clairs au niveau climatique, mais aussi les objectifs économiques qui sont là. Donc un acte très délicat de balance, d'équilibre. Evelyne Gebhardt, l'objectif il est clair, devenir le premier continent neutre en carbone d'ici à 2050.
Si on y arrivait, ce serait magnifique. Ouais. Si on y arrivait, ce serait magnifique. Mais je dois dire, comme vous, j'ai vu ce papier de la Commission européenne. C'est très vague. C'est resté très, très vague, ce qui est écrit. Et ce qui me chagrine particulièrement en tant que social-démocrate, c'est que la partie où il y a les aspects sociaux qui sont très importants aussi dans le changement climatique, il y a un vide total, un vide total. Donc là, il y a une grosse attente que nous avons en tant que Parlement de voir quelle est la concrétisation de ce papier. Avant, nous ne pouvons pas dire c'est bon. Ouais. D'accord. Alors l'autre défi, le défi migratoire, enfin une solution dépassée par la crise de 2015. Les 28 se sont illustrés par leur peu de solidarité. Von der Leyen propose d'y remédier en lançant une refonte du système d'asile avant l'été. Est-ce que ça va suffire ? Ça va suffire, mais ce n'est pas du tout facile. L'ancienne Commission, l'ancien Conseil, l'ancien Parlement, ils ont eu du mal à trouver un consensus sur le sujet migratoire. Mais je trouve que c'est un objectif essentiel parce que le Conseil doit trouver la paix. La paix sur la question migratoire pour pouvoir après se relancer sur la question du cadre financier multiannuel et tous les autres sujets qui sont assez importants. La Commission a fixé parmi les objectifs de 100 jours de relancer un nouveau pacte. On doit, comme le Green Deal, on doit voir exactement quels sont les éléments concrets du nouvel pacte. Il n'y a pas des idées nouvelles qui sont possibles, donc c'est un repackaging qui doit être fait, je pense, au niveau de politique et des propositions législatives. Evelyne Gebhardt, je vous sentais dubitative. Oui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous avons déjà vu. On a essayé. Le Conseil n'est pas d'accord. Il ne veut pas se mettre d'accord sur un consensus dans ces domaines-là. Donc il faut trouver de nouvelles voies pour faire en sorte que le problème qui se pose à nous, en tant que les réfugiés qui viennent à nous, de leur donner des perspectives, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur. C'est une politique de paix que nous devons faire dans le monde. Donc la politique extérieure aussi, on ne peut pas dire seulement il faut changer le système d'asile et après tout sera réglé. Non, pas du tout. Et les problèmes climatiques, parce que ce que nous voyons, ce qui se passe, c'est lié à ce qui se passe en Afrique en ce moment. C'est la catastrophe pour des millions de gens. Et nous ne pouvons pas dire, écoutez, on change le système d'asile et après on aura tout réglé. Non, ça ne suffit vraiment pas. Gwénoline Delbos, avant de penser accueil, l'Europe, elle se barricade, elle recrute déjà 10 000 agents pour renforcer Frontex, l'agence des gardes-frontières. Oui, pour l'instant, elle est plus préoccupée de ne pas laisser rentrer les gens que de la refonte de l'asile. La refonte de l'asile, elle est nécessaire. Aujourd'hui, on est dans un système de Dublin qui est un mauvais système où les gens ne sont enregistrés que dans le pays où ils arrivent. Donc c'est particulièrement injuste parce que quelques pays sont concernés pendant que tous les autres qui n'ont pas des frontières à la mer ou des frontières avec des pays hors de l'Union européenne sont bien tranquilles et que pour l'instant, il y a un refus des États de partager. Du coup, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que, comme le disait ma collègue, le Conseil actuellement est composé d'États qui, pour la plupart, sont des égoïstes. La France en premier, qui refuse de prendre son partage d'asile. L'Allemagne, la Suède ont été particulièrement vertueux sur cette question-là et on peut les remercier, et tant mieux. Mais l'accueil aujourd'hui est une vraie question. Aujourd'hui, il arrive des tas de gens sur les îles grecques, en Italie, en Espagne, que ces pays ne peuvent pas accueillir seuls et le reste des États ne prennent pas leur part. Par ailleurs, je pense que vraiment c'était très bien dit, la question climatique va faire que cette question va durer et il va falloir s'en occuper. Les accords commerciaux qui ne sont pas du tout pris en compte dans le Green New Deal que nous propose la Commission. Tant qu'on aura des accords commerciaux qui sont injustes pour le reste du monde, c'est pareil, on continue à faire des déshérités un peu partout qui veulent venir. Et puis, de manière générale, il faut penser comment on accueille mieux ces gens une fois qu'ils arrivent, effectivement, au lieu de les empêcher de rentrer et de barricader nos frontières. On passe au troisième défi, la prime au numérique. Le projet de taxation des GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, est à l'arrêt, faute de consensus. Dragos. Donc je pense que la question de taxation c'est importante, mais je pense qu'avant de finaliser la discussion sur la taxation, on doit avoir une discussion très claire sur comment on valorise les données, quel rôle on donne aux données au niveau européen. On a déjà une législation qui est très bonne sur la partie de protection, on doit maintenant voir comment les valoriser. C'est pour ça que je pense que l'ambition et l'objectif donné par Ursula von der Leyen à Thierry Breton
de commencer son travail avec une stratégie sur le traitement des données, c'est un bon objectif, c'est un bon objectif à avoir, parce que je pense que c'est le point de départ pour toutes les politiques et tout le parcours législatif qu'on doit avoir après, aussi sur la taxation pendant ce mandat. Sur la taxation, Evelyne Gebhardt, des GAFA? Ce serait absolument nécessaire et on essaye déjà depuis plusieurs années de le faire, mais nous rencontrons toujours le non de certains États membres et toujours avec cette unanimité au Conseil qui est une catastrophe, une vraie catastrophe. Et c'est une des choses qu'il faudra changer et faire en sorte que nous sommes 28 pays en ce moment, 27 bientôt probablement. On ne peut pas garder un système qu'on a fait pour 8 pays au début, ou 6 pays au début. Parce qu'il y aura toujours un veto. Vous voulez un changement de vote, la majorité qualifiée plutôt que l'unanimité? Il faut une majorité qualifiée pour vraiment être dans la possibilité de trouver des réponses, parce que nos citoyens les attendent, ces réponses. Ils veulent que nous fassions quelque chose, et cela ne marchera pas tant que nous restons au système de l'unanimité. Gwendoline Delbos, la France veut taxer les GAFA. On a entendu parler des ripostes, de la riposte américaine qui veut taxer le champagne et le fromage français. Est-ce qu'il y aura une voie unique de l'Europe pour soutenir oui, alors ce projet? C'est assez incroyable parce que la loi française, elle est encore très timide quand même. Et les associations pointent du doigt que ça reste une taxation qui concerne très peu d'activités que les GAFA font réellement. Donc en fait, la portion serait minime. Mais même ça, actuellement, c'est dans ce monde trop libéral, c'est pas accepté. On a besoin d'une voie unique. On a besoin d'arrêter ce système de l'unanimité. Tant qu'on aura un système où 28 membres peuvent s'auto-bloquer les uns tout le temps, dans les traités tels qu'ils existent actuels, il y a des possibilités déjà de faire pour quelques-uns des premiers pas. Les États membres devraient être plus courageux et déjà commencer à le faire. Et puis, il faut... cette commission, elle a promis une conférence de l'Europe pour les 2 prochaines années avec des changements pour l'Europe. Dans les changements, il faut arrêter ce système de l'unanimité parce que, effectivement, la fin des paradis fiscaux, un système mieux régulé d'impôts, mais aussi les questions de climat, les questions migratoires et tout ça, ça demande une Europe unie et pas une Europe où chaque État membre se bloque les uns les autres. Le défi économique, Evelyne Gebhardt, cette commission, vous la voyez comment libérale, pas assez sociale? C'est à la députée sociale et démocrate que je parle. Oui, pour une social-démocrate, ce n'est jamais assez social, de toute façon, ça c'est clair, parce que nous avons beaucoup de questions à poser, justement dans le numérique, sur les systèmes des plateformes, les travailleurs qui y travaillent, quand nous pensons à Uber et autres. Je pense que ce sont des thèmes qu'il faut mettre aussi sur le tableau, parce qu'on ne peut pas laisser ces gens seuls. Ce sont des soi-disant... comment dit-on, des personnes indépendantes, mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, tout simplement. Et là, il faut donner des réponses qualifiées. Et là aussi, je me demande, je n'ai rien entendu jusqu'à maintenant venir de la Commission européenne. Voyons voir ce qui se passe, mais nous le demanderons, ça c'est clair. Oui. Dragos Tudorakis, 28 États membres, 27 après le Brexit, alors que le Royaume-Uni est sur le point de devenir le premier pays à quitter l'Union européenne. Les Balkans frappent à la porte. La Commission est sommée par plusieurs États de proposer très vite une nouvelle méthode d'adhésion, plus simple et en durcissant certains critères, la lutte anticorruption, les droits de l'homme. Alors, élargissement ou pas élargissement? Je dis oui. Personnellement, je dis oui à l'élargissement. Je pense qu'on doit donner, du point de vue stratégique et géopolitique, on doit donner des perspectives claires à nos voisins, les pays candidats qui sont là. Bien sûr, ils doivent suivre un processus qui est déjà, je pense, clair, qui a déjà des critères très clairs, très concrets. Mais bon, on est maintenant dans une logique où on doit trouver peut-être des nouveaux moyens à convaincre aussi les États membres. Encore une fois, on a le besoin de consensus qui n'est pas facile. Mais je pense que oui, on doit donner une perspective très claire aux pays des Balkans pour l'élargissement. Et pas seulement aux pays des Balkans, je pense que c'est une politique qui doit rester ouverte parce que comme continent, comme Union, on doit rester ouvert. Gwendoline Delbos, en France, on n'est pas très pro-élargissement en ce moment.
Oui, et en France, je pense qu'on a aussi parfois une vision caricaturale et arriérée de l'Est. On le connaît mal, on le comprend mal. Évidemment, l'élargissement doit continuer à se faire. Il doit continuer à se faire avec des valeurs très claires, avec des objections en termes de droits de l'homme et de corruption qui sont très précises. Aujourd'hui, on a des pays déjà intégrés à l'Union européenne qui nous posent des problèmes et on n'est pas assez sérieux pour les sanctionner là-dessus. Donc déjà, on pourrait sanctionner ceux qui sont déjà à l'intérieur. Mais par contre, moi, pour connaître un petit peu la Macédoine du Nord, par exemple, qui est un pays avec lequel il y a des débuts de démarche, c'est un pays qui a changé radicalement de gouvernement il n'y a pas longtemps. Il y a des femmes parlementaires qui sont très au point sur les questions de féministes. Il y a des avancées en termes de droits de l'homme. Ils sont en train de faire leur chemin. Parfois, on pourrait se poser aussi la question sur ce qui se passe en termes de droits de l'homme dans nos pays à nous. La question des migrants, on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur. Donc je ne crois pas que ce soit une raison pour refuser. L'élargissement est toujours nécessaire, mais avec toujours aussi plus d'intégration et toujours réaffirmer nos valeurs et ne pas accepter qu'on transige avec, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui font qu'il y a des Européens qui pensent que l'Europe n'est pas à la hauteur, notamment en termes de questions sociales ou ce genre de choses. Donc il nous faut une Europe plus ambitieuse sur toutes ces questions. Hélène Gebhardt, élargissement ou pas élargissement? Oui, bien Quand on sûr. voit la crise des migrants, les pays de l'Est qui bloquent, oui, bien sûr. finalement, on se demande s'il fallait élargir à ce point. Mais on ne peut pas dire, écoutez, parce que la Hongrie va sur un chemin qui est totalement farfelu, je dirais, pour être encore un peu gentil. On ne peut pas dire, bon, le reste du Balkan, ce n'est pas possible. Non, nous avons besoin de cette perspective pour ces pays du Balkan. Nous avons besoin de cette habilité aussi à leur donner une voie de démocratie que les citoyens veulent. Il faut les aider et cela se fait justement dans un processus d'élargissement qui dure plusieurs dizaines d'années, éventuellement. Donc ce n'est pas pour demain, mais on ne doit pas leur fermer la porte. C'est incroyable, c'est dommage. C'est dommage ce qui s'est passé. Nous devons maintenant regarder que pouvons-nous faire pour garder cet espoir pour ces pays et pour les citoyens de ces pays. Alors, dernière question, est-ce que la Commission va avoir les moyens de sa politique? Quand on voit qui décide en Europe, ce sont les États, le Conseil et la Commission. Il y a un second exécutif. Mais le Conseil est un peu divisé et l'Allemagne est un peu absente. Est-ce qu'elle va avoir les moyens de sa politique, la Commission européenne? Et notamment sur l'absence de l'Allemagne en ce moment. Ça va changer, je pense. Oui. Maintenant, après ce week-end où nous allons avoir aussi réglé le problème du SPD en ce qui concerne les chefs du SPD, je pense que nous allons retrouver Parti social-démocrate en Allemagne. Oui, les social-démocrates en Allemagne votent de nouveaux chefs du parti. Et après ça, nous allons voir comment nous allons gérer tous ces problèmes. Donc, l'Allemagne va revenir. Et j'espère bien que ce qui a toujours été Vous pensez à une alternance, c'est-à-dire pas... Non, pas nécessairement. Pourquoi une alternance? Une alternance, c'est-à-dire que la CDU perdrait Non, je pense que pour un début, la coalition va rester, mais nous allons regarder quels sont les changements à l'intérieur, dans les contenus qui doivent être faits. En tant que social-démocrate, nous voulons plus de social, bien sûr, dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent en Allemagne. Et aussi, je pense, c'est de mieux définir quelle est la position de l'Allemagne par rapport à l'Europe. Ça aussi, c'est une des questions primordiales pour l'avenir aussi de l'Europe. Gwendolyn Delbos, le Parlement européen, il aura son mot à dire pendant ces 5 ans? En tous les cas, nous les Verts, on prendra l'opportunité à chaque fois qu'on pourra de donner notre mot. Oui, je pense que le Parlement régulièrement est quand même plus progressiste que les États membres. Voilà, Madame n'incarne pas forcément tous les sociodémocrates dans les gouvernements européens, malheureusement. Sinon, ça serait plus facile parfois de travailler avec certains sociodémocrates. Donc, on a des États membres qui sont encore... Oui, d'ailleurs, les sociodémocrates français ont voté contre la Commission von der Leyen. Voilà, et on a un certain nombre français. Et on a un certain nombre de socialistes qui se sont déjà, qui ont déjà pris des libertés. Et tant mieux, il va falloir en prendre. Vous disiez au début, on va voter texte par texte. J'espère qu'effectivement les parlementaires vont jouer leur rôle pour mettre la pression sur la Commission, pour mettre la pression sur le Conseil, pour une Europe qui s'invente un peu, parce qu'aujourd'hui elle est bloquée, il faut qu'elle se renouvelle, avec plus de fédéralisme, moins d'unanimité. Ça sera une manière pour la Commission de travailler mieux. Et puis l'autre chose, c'est effectivement leur mettre la pression aussi sur les questions de droits de l'homme et de corruption, parce qu'on n'avancera pas avec des États qui continuent, comme à Malte, à être des États problématiques. Le mot de la fin, Dragos Tudorache. Bon, je trouve que le problème le plus sérieux pendant les dernières années, c'était le manque de
de cohésion, de cohérence politique au niveau du Conseil. Donc je pense que c'est le grand défi aussi pour la Commission maintenant, de trouver les moyens de jouer avec un Conseil qui est encore avec ce défi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus débattre. C'était très instructif. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.